Mais que pèse vraiment le gaz algérien en Europe ? Près d'un an après le début du conflit ukrainien, la carte de fourniture de gaz sur le vieux continent a été largement modifiée. Exit la Russie et place à d'autres pays. Mais l'Algérie a-t-elle été une des grandes gagnantes ? La France a-t-elle vraiment renégocié son contrat avec Alger ? Et quid à l'avenir des défis en matière de fourniture de gaz sur le vieux continent ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 14 février 2023, je vous propose de parler de gaz. Bonjour Maxence Cordiez. Bonjour. Vous êtes ingénieur, auteur du livre Énergie chez Tana Éditions. Je voudrais qu'on dessine avec vous la cartographie des besoins et des fournitures en gaz de l'Europe. D'abord, qui est aujourd'hui le premier fournisseur de gaz sur le vieux continent ? Aujourd'hui, le premier fournisseur de gaz de l'Union européenne, c'est la Norvège. La Norvège était le deuxième derrière la Russie jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Mais depuis 2022 et la quasi-cessation des livraisons par la Russie, la Norvège a pris la première place. Cependant, c'est pas la Norvège qui a, pour l'essentiel, assuré le remplacement de la Russie. L'essentiel du remplacement du gaz russe a été fait par des économies et par des augmentations des livraisons de gaz naturel liquéfié depuis d'autres pays. C'est juste que la Norvège était le deuxième fournisseur derrière la Russie. Donc en maintenant ces extractions, quand le gaz russe a disparu, c'est la Norvège qui a pris la première place. Pour rappel, la Russie représentait combien en termes de part de marché avant l'invasion en Ukraine ? C'était environ 40%. Donc du jour au lendemain, quasiment 40% qui partent. Donc on allait chercher du côté américain, du côté algérien principalement ? Alors, on est allé chercher du GNL depuis plusieurs destinations. Alors, effectivement, les États-Unis occupent une grande part dans l'augmentation des importations de GNL. Le GNL étant du gaz liquéfié qu'on peut importer par navire. Mais il y a aussi du gaz russe qu'on importe sous forme liquéfiée, du gaz du Moyen-Orient aussi. Alors, la petite subtilité, c'est qu'une partie de ce gaz ne nous a pas été vendue directement par les États-Unis ou par la Russie, mais par la Chine, qui a acheté ce gaz via des contrats de long terme et qui, pour deux raisons, la première étant le ralentissement de l'économie chinoise dû à la politique zéro Covid et le deuxième étant le prix très élevé que l'Europe était prête à payer pour son gaz. Ces deux raisons ont amené la Chine à nous revendre une partie du gaz qu'elle avait acheté via des contrats de long terme à des prix inférieurs au prix de court terme du gaz. Donc en fait, la Chine avait acheté du gaz à long terme pas très cher. L'Europe était prête à payer son gaz très cher, donc elle nous a revendu des cargaisons. Et justement, nous allons parler de gaz algérien à présent. Que représente-t-il sur le continent européen ? Maxence Cordiez, d'abord, est-ce que ce gaz algérien, ses fournitures vers le vieux continent ont massivement augmenté ces derniers mois depuis le début de l'invasion par la Russie de l'Ukraine ? Les livraisons de gaz algérien ont pas vraiment augmenté. En fait, elles ont augmenté un petit peu en 2021 après le creux de 2020. Mais globalement, aujourd'hui, elles comptent pour une dizaine de pourcents de l'approvisionnement de l'Union européenne. En fait, l'Algérie peine à augmenter ses extractions de gaz. Elles ont même légèrement décliné ces dernières années. Et en parallèle, la demande de gaz augmente assez fortement en Algérie. Donc l'Algérie doit faire face à cette double contrainte des extractions qui peinent à augmenter et une demande domestique qui, elle, pour le coup, augmente. Donc ça laisse peu de place à l'augmentation des exportations. Cela dit, il est possible que les extractions augmentent un petit peu augmentent dans les prochaines années en Algérie. Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers mois d'un accord, en tout cas de négociation entre la France et l'Algérie en matière d'exportation du gaz algérien vers la France. Paris voudrait augmenter ses fournitures. L'hypothèse beaucoup relayée a été celle d'un doublement des fournitures de gaz algérien vers la France. Or, pour l'instant, motus et bouche cousue sur un accord, il n'y a rien d'officiellement et publiquement signé. Que représente aujourd'hui le gaz algérien en France et est-ce que la France et l'Europe ont tant besoin du gaz algérien ? En ce moment, oui, parce que quand votre premier fournisseur, qui est la Russie, encore une fois, à peu près 40% de l'approvisionnement gazier de l'Union européenne avant le conflit, vous fait défaut, non seulement vous avez besoin de maintenir, voire à acheter un petit peu plus si possible auprès de vos fournisseurs historiques et puis de trouver de nouveaux fournisseurs. Donc si des fournisseurs importants comme l'Algérie venait à faire défaut, ce serait problématique. Pareil pour la Norvège. Donc oui, c'est important. Mais pour la France, pour l'instant, ça représente essentiellement du stockage de gaz. Disons que pour la France, l'Algérie en 2021 représentait 8% des
des importations de gaz. Donc, c'est pas le premier fournisseur de gaz de la France, mais c'est pas négligeable non plus. La France est essentiellement dépendante de la Norvège, donc avec une dépendance un peu plus faible au gaz russe. En 2021, on était aux alentours un petit peu plus d'une vingtaine de pourcents, mais l'Algérie, oui, représente 8%. Dernier volet dans ce scan, quid des défis en matière de fourniture de gaz? D'abord, Maxence Cordiaz, je voudrais qu'on parle des États-Unis. Beaucoup ont annoncé que les États-Unis ont été un des grands gagnants de cette fourniture du gaz en Europe depuis le début du conflit armé en Ukraine. Que représente aujourd'hui le gaz américain sur le vieux continent? L'Europe a fait face à un gros déficit d'approvisionnement en gaz, donc le prix de marché s'est envolé. En plus, il y a eu une prime de risque entre guillemets, c'est-à-dire que l'Europe a voulu remplir ses stocks, donc ça donnait un signal au marché. Quand l'Europe a dit il faut que les stocks soient remplis au début de l'hiver, le marché l'a compris, le prix s'est envolé, les cargaisons de gaz se sont dirigées vers l'Europe. Et donc, en fait, c'est comme ça que l'Europe a pu drainer une partie des capacités d'exportation des États-Unis. Encore une fois, notamment en récupérant une partie des convois qui étaient destinés à la Chine, mais que la Chine a revendus. Là, clairement, aujourd'hui, la Russie ne fournit pas une goutte de gaz à l'Europe? Alors elle en fournit encore un petit peu, notamment via les gazoducs ukrainiens et le Turk Stream, qui est le gazoduc passant par la Turquie, mais vraiment plus grand-chose par rapport à ce que ça a pu être avant. Les livraisons via Yamal sont quasiment à l'arrêt ou à l'arrêt. Nord Stream, les livraisons sont complètement arrêtées. De fait, le gazoduc a été saboté. La Russie ne livre quasiment plus rien. Et en parallèle de cette recomposition des fournitures du gaz en Europe depuis quelques mois, il y a également des défis. Maxence Cordiaz, on le sait, l'objectif de l'Europe annoncé est de décarboner son économie, se passer des énergies fossiles. À quand la fin du gaz en Europe ? C'est une bonne question, ça dépend si vous vous intéressez au discours ou aux faits. L'Europe vise à atteindre la neutralité carbone en 2050, donc c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes peuvent absorber, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Alors déjà, se passer complètement des combustibles fossiles va être extrêmement difficile, et pas que pour le gaz, je pense notamment au pétrole dans les transports. Mais au-delà de ça, chaque État européen a une stratégie différente. Il y a un certain nombre de pays, je pense notamment à la Belgique ou à l'Allemagne, qui envisagent une dépendance durable et croissante au gaz. La priorité de la transition énergétique en Allemagne, c'était de sortir du nucléaire. Dans un second temps, un objectif secondaire, c'est de sortir du charbon. De fait, ça nécessite à la fois de développer les renouvelables et une dépendance durable au gaz fossile. Donc là, l'Allemagne se retrouve dans une situation un petit peu compliquée où elle comptait s'appuyer durablement sur le gaz fossile, alors en contradiction avec ses objectifs climatiques. Là, aujourd'hui, elle se rend compte que c'est pas vraiment possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un discours très allant sur l'hydrogène renouvelable en ce moment qui est vu, à mon sens, à tort, parce que le potentiel n'est pas du tout le même que le gaz fossile, comme un substitut potentiel du gaz fossile. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en parallèle, il y a un projet très connu et activé depuis quelques années, c'est le gazoduc Nigeria-Maroc, un gazoduc qui doit notamment livrer du gaz en Europe. Début janvier, au Maroc, Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, était à Rabat. Il a dit ceci, il a dit que l'Union européenne n'a pas demandé le transfert du gaz du Nigeria vers le Maroc. Bon, on entend bien, d'après ce que vous dites, que se passer totalement du gaz, c'est quasiment illusoire ou ça sera très très compliqué pour l'Europe. Mais Josep Borrell a dit autre chose aussi. L'Europe est intéressée par l'hydrogène vert. Les initiateurs du projet de ce gazoduc doivent prendre en compte, lors de la construction du gazoduc, le fait qu'il doit, je cite, également être compatible avec le transfert de l'hydrogène. Est-ce que ça, c'est faisable concrètement ? Sur les questions de conversion d'installation gazière du gaz à l'hydrogène, je pense qu'il faut être très prudent. Déjà, ce sont deux gaz différents, avec des propriétés chimiques et une gestion des risques différentes.
Même si vous faites aujourd'hui un gazoduc neuf qui est prévu pour transporter à la fois du gaz naturel et de l'hydrogène, il ne faut pas oublier que vous avez des infrastructures qui peuvent être plus anciennes des deux côtés. Admettons par exemple que vous fassiez un gazoduc, je pense au gazoduc Barmar qui est sur la table depuis quelques mois entre la France et l'Espagne pour pouvoir alimenter in fine l'Allemagne. Certes, on peut faire un gazoduc flambant neuf qui passe par la Méditerranée qui serait capable de transporter l'hydrogène, mais quid des installations après pour traverser la France? Là, on passe sur des réseaux de transport de gaz naturel qui eux, ne sont pas capables de transporter de l'hydrogène. En plus de ça, le transport de l'hydrogène coûte très cher, donc il faut faire attention. Merci Maxence Cordiez. Je rappelle que vous êtes ingénieur, auteur du livre Énergie chez Tana Éditions. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.